Des coursives à non plus finir qui seront bientôt un vieux souvenir dans ce quartier de la Villeneuve. Ici, on réhabilite, on ouvre et on installe des ascenseurs pour le bien-être et la sécurité de tous. Coup d'envoi dans 2 semaines tout pile à Grenoble, des rencontres ciné-montagne avec toujours des images à couper le souffle des Alpes au fin fond de l'Himalaya et un parrain grenoblois, Simon Velfringer, Piolet d'or 2021. Et puis les 3 jours cyclistes de Grenoble envahissent le Palais des Sports à partir de jeudi. Le vainqueur 1976 et 1980, aujourd'hui chef de piste, Bernard Thévenet, nous dira tout à la fin de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 22 octobre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. 50, 52, 54, 56, 58, 60 Nord et maintenant 90, 94, 98 qui remplacent le 60 Sud et le 110. Ce ne sont pas les numéros d'un nouveau loto, mais bien les entrées sur la galerie de l'Arlequin, engagée depuis 2008 dans un vaste projet de réhabilitation de cette structure emblématique de la Villeneuve. Outre les logements, il est aussi prévu d'aménager une crique centrale et de rénover le patio. Visite avec Mirko Pesci. Pour améliorer le confort et l'accessibilité du quartier de l'Arlequin, un budget de 20 450 000 € est consacré à la rénovation de 3 immeubles de la Villeneuve. Les travaux concernent 247 logements situés dans les bâtiments 60, 90 et 110. Parmi eux, les locataires de 44 appartements sont évacués et relogés par le bailleur social Actis. Il y a plusieurs objectifs. Il y a un objectif de lisibilité de l'architecture. Donc là, ça va être la réhabilitation publique des équipements en bas qui soient visibles de l'extérieur. Et il y a augmenter le nombre d'ascenseurs également. Là, vous voyez, vu des restrictions de budget il y a 50 ans, qui fait qu'il y a très peu d'ascenseurs par logement et des coursives intérieures, très compliquées. Et puis, isolation thermique. Ça, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour la facture des locataires. Ils vont voir leur facture, leur charge baisser. Et ça, c'est évidemment très important. Terminer le gaspillage énergétique, la nouvelle isolation permettra de réduire de 40% la consommation d'énergie. Fini aussi les longues coursives et places aux étages accessibles aux personnes à mobilité réduite. 2 ascenseurs sont installés sur la façade et le bâtiment 90 sera séparé en 2. Ces coursives, c'était l'histoire de la Villeneuve, mais on s'aperçoit que, alors qu'elles étaient censées créer des rencontres entre les locataires, des lieux de vie, en fait, sont devenus plus ou moins des lieux compliqués à faire vivre, et notamment en matière de tranquillité, de sécurité pour les locataires. Le nombre de logements ne change pas, mais les appartements de 5 pièces seront transformés en T4 ou en T3. La crique centrale aussi sera transformée début 2028. Cette rénovation s'inscrit dans un projet global de la métropole Grande Alpe qui vise à métamorphoser 400 hectares au sud de l'agglomération. On préfigure aussi ce que seront les espaces publics et la ville de demain. Grand Alpe, c'est un énorme projet effectivement territorial. C'est un connecteur et puis c'est aussi effectivement un démonstrateur des politiques climatiques et des politiques sociales, les 2 défis majeurs du siècle. Il n'y aura pas de hausse de loyer pour les locataires actuels, mais les nouveaux arrivants devront s'attendre à une augmentation de 10%. Fin de travaux des bâtiments prévus pour juin 2026. Et le projet de renouvellement urbain des Villeneuve, de Grenoble et Échirolles vise la labellisation écoquartier. L'agglomération grenobloise, victime de ces derniers mois de violences en lien avec le trafic de drogue, les règlements de compte après la maire d'Échirolles qui s'était adressée au chef de l'État, c'est au tour des sections socialistes de Grenoble, Fontaine et Échirolles de demander au ministre de l'Intérieur des moyens supplémentaires pour lutter contre ces épisodes meurtriers, entre les fusillades de l'été, l'évacuation du Carrare ou encore le meurtre de Lilian Dejean et bien d'autres. Les représentants du PS demandent des commissariats de plein exercice et le retour de la police de proximité. Et par ailleurs, lors d'une intervention lundi soir, place Beaumarchais à Échirolles, les policiers ont essuyé des tirs de mortier. La veille, près du Carrare, un fourgon de police à la poursuite d'un 2 roues avait également été pris pour cible par des tirs de mortier lancés depuis le scooter en pleine circulation. En cette période d'octobre rose, le don du sang, c'est une autre façon de lutter contre le cancer. 36% des transfusions sont utilisées en cancérologie en France. Les clubs sportifs de Grenoble, l'UFCG, les Brûleurs de Loups, le GF38 et les Centaures s'associent à l'événement organisé au Stade des Alpes ce mercredi de 15h30 à 19h. Objectif, réunir un maximum de donneurs motivés par la cause et la rencontre avec leur champion préféré. Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et peser au minimum 50 kg
kg, pensé à apporter un justificatif d'identité. La plus grande salle de cinéma dédiée aux films de montagne, c'est du 5 au 9 novembre au Palais des Sports de Grenoble. Les rencontres ciné-montagne, c'est chaque soir 4000 spectateurs qui vont vibrer aux côtés des meilleurs alpinistes, skieurs, grimpeurs ou parapentistes du monde entier. Coup de froid ou coup de chaud, une avalanche de sensations, d'aventures et de poésie. C'est un reportage de Gaëtan Loiseau. Les hauts sommets sur grand écran. Du 5 au 9 novembre, c'est le retour des rencontres ciné-montagne et cette édition réserve quelques surprises à ses spectateurs. Alors une nouveauté qui est le refuge, lieu de rencontre avec les athlètes et les invités tous les soirs de 18h à 19h dans le hall du Palais des Sports. Vous êtes invités à venir parler avec eux, vous faire dédicacer une carte postale ou une affiche et à repartir avec ce petit souvenir. L'occasion de discuter avec le parrain de l'événement, l'alpiniste Simon Velfringer, qui a notamment remporté avec Pierrick Finn le Piolet d'or pour son ascension en 2020 du Sanipakush. Un sommet frôlant les 7000 mètres d'altitude au Pakistan. Il nous raconte sa relation avec le festival. Les rencontres ciné-montagne, ça fait 5-6 ans que j'y viens. Dans un premier temps, j'y suis venu en tant que spectateur. Ensuite, j'y suis venu pour présenter quelques films. C'est un peu une sorte d'accomplissement quand on rentre d'une expédition d'alpinisme, de faire un film et de pouvoir le présenter devant autant de gens en même temps. C'est quelque chose quand même d'assez unique. Être parrain, c'est aussi une manière pour lui d'élargir l'accès à la montagne. L'idée justement du projet avec la MJC, c'était d'aller vers un nouveau public, vers ces jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'aller voir des films de montagne et qui n'ont pas la chance d'aller grimper tout court, et de leur montrer ce que ça peut être, de leur mettre un pied sur le rocher. Élargir le public de ces rencontres, c'est également les rendre plus inclusives. Tous les films seront sous-titrés, les films français seront aussi sous-titrés pour une meilleure accessibilité des personnes malentendantes et sourdes. Alors, des films d'escalade, d'alpinisme, d'animation ou encore de parapente, l'événement propose une large programmation qui saura plaire à tous les passionnés de montagne. Avec la mer de nuages, ça va être trop beau. Et la billetterie est ouverte. Et pour prolonger l'aventure, la Maison Grenoble Montagne propose à partir de mercredi une exposition de photographie d'Ulysse Lefebvre sur l'envers du Nanga Parbat, les hommes de l'ombre de l'Himalaya, une expo qui s'expatriera au Palais des Sports pendant les rencontres. D'autres émotions à vivre au Palais des Sports à partir de ce jeudi soir. Les 3 jours cyclistes de Grenoble entrent en piste. Et le chef, c'est Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes chef de piste cette année encore. Vous avez été coureur professionnel dans les années 70-80. Vous avez notamment remporté 2 Tours de France et la passion du vélo ne vous a jamais quitté en tant que consultant par la suite ou dans l'organisation de grands événements comme le Critérium du Dauphiné. Les 3 jours avaient disparu en 2014 sur volonté du maire Éric Piolle avant de revenir en 2023. Et aujourd'hui, c'est le seul rendez-vous de ce type en France. Oui, malheureusement, nous sommes les seuls, mais il y a pourtant des vélodromes qui sont en France, mais il n'y a pas de gens qui ont la fibre pour organiser, comme la Guy Chanal, par exemple, qui a relancé ces 3 jours. Alors, c'est vrai qu'avant, c'était 6 jours. Mais finalement, en mettant sur 3 jours, on a c'est un peu plus concentré pour les spectateurs. C'est mieux comme ça. Puis les coureurs ne sont pas non plus toujours très disponibles pendant une semaine. Donc, c'est très bien sur 3 jours. Je pense que c'est le bon niveau. Alors, il y a des jeunes qui courent à partir de 15 ans, c'est ça ? Oui, toujours. Depuis la reprise je crois que c'était en 91. Il y a une place pour les jeunes, donc il y a les minimes qu'on appelle maintenant, on appelle ça les U15, les U17, les juniors et pour les jeunes féminines aussi. C'est super pour eux de courir sur la même piste que les les grands champions. Oui, c'est super. Et justement, c'est moi qui m'occupe des programmes et je fais commencer le programme un petit peu plus tard pour que les parents puissent être dans les tribunes quand les jeunes commencent, qu'ils puissent courir devant leurs supporters. Évidemment. Ils s'habituent à la gloire tout doucement. Alors, il y a plusieurs épreuves. Des fois, on est un peu perdu quand on n'y connaît pas grand-chose, comme moi, par exemple. Le scratch, l'omnium, le sprint, c'est quoi la différence ? Ce sont des épreuves qui sont très, très différentes. Alors, déjà, le sprint, c'est vraiment spécial parce que ce sont des spécialistes. Ce sont des gens qui sont des garçons ou des filles, parce qu'il y a 6 coureurs et 6 coureuses. Dans le sprint, c'est une épreuve qui se fait en principe pratiquement sur les 200 derniers mètres. Il y a 3 tours à faire
Et il faut être très bon dans les 200 derniers mètres. C'est pour ça qu'on les voit des fois qui tournent, on a l'impression qu'ils vont pas très vite, qu'ils sont pas. Oui, ça monte, parce ça qu'ils descend. s'observent. Alors, parfois, ça part dès le début, mais souvent, ils s'observent pendant un tour, et puis après, les 2 derniers tours, ils lancent vraiment le sprint. Il y a le Keirin aussi qui se fait derrière un vélomoteur électrique. C'est une spécialité qui vient du Japon, et il y a aussi le Keirin pour hommes et pour dames. Cette année, Guy Chanal a voulu mettre un peu plus l'accent sur les féminines, puisqu'il y aura un omnium, il y a 3 épreuves dans les omniums, et il y aura un omnium masculin, mais il y aura aussi un omnium féminin. Alors vous êtes chef de piste, qu'est-ce que ça signifie? Quel est votre rôle? Alors le rôle, c'est déjà, je fais les programmes, donc je dois calculer tous les horaires en essayant de me tromper le moins possible pour qu'on ne soit pas en retard. Et c'est un peu l'interface entre le jury, parce que une course, elle est organisée par un organisateur, en l'occurrence c'est un Guy Chanal événement qui organise ça, mais elle est arbitrée par l'Union cycliste internationale. Et donc, c'est de faire un peu le passage entre ce que désire l'organisateur faire comme épreuve et rester dans les clous des règlements de l'Union cycliste internationale. Ah, ça fait du boulot, hein. Oui, c'est du boulot, oui. Toute cette effervescence, on le voit, parce qu'il y a des spectateurs qui sont dans les tribunes, il y a aussi des spectateurs qui sont sur le parterre. Certains mangent pas mal, c'est une des activités principales. Pour ceux qui sont au milieu, voilà, il y a des spectacles, etc. Ça risque pas de perturber les coureurs, tout ça? Non, au contraire, parce que ça fait les spectacles, ça permet de faire des temps de repos pour les coureurs. Donc c'est très bien comme ça. Et puis j'ai entendu dire que cette année, il y avait plus de monde dans les gradins. Et moi, je suis très heureux parce que le public des gradins, c'est vraiment le public de connaisseurs. Parce que quand on est au milieu, on voit passer les coureurs, comme ça on est obligé de tourner. Alors quand on est dans les gradins, on les voit en dessous. D'ailleurs, mon rôle normalement, je suis sur le parterre, mais souvent j'aime bien monter dans les gradins parce qu'on voit mieux la course, on comprend mieux la course quand on la voit depuis les gradins. Voilà, c'est pour les pros, sachez-le, c'est les gradins. On va parler un petit peu des coureurs qui seront présents, les Isérois, Marion Boras ou encore Ryan Elal. C'est des pistards qui ont déçu, on peut le dire, aux Jeux Olympiques de Paris. Alors Marion a quand même remporté un titre de vice-championne du monde de l'américaine il y a quelques jours, mais le sprint globalement en crise. L'entraîneur principal Grégory Boger est parti. Comment vous avez une analyse? Je ne sais pas. Je sais pas si ça vient d'un mauvais entraînement, si ça vient de. C'est sûr que les résultats n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes eux-mêmes, hein, parce qu'ils attendaient beaucoup plus de ça. Mathilde Gros attendait beaucoup mieux que les performances qu'elle a réalisées. Donc il y a eu ça arrive des moments, et moi aussi ça m'est arrivé des fois de rater une saison, de rater un Tour de France. Voilà, c'est pas de bol, c'était à Paris quand même. S'il faut, c'est se ressaisir après, essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette contre-performance, parce qu'ils n'étaient pas à leur niveau, ça c'est certain. Donc c'est une contre-performance. D'où vient cette contre-performance et quoi faire pour revenir à haut niveau puis éviter que ça se renouvelle? Bon, en tout cas, là, ça leur fera un petit moment de détente avec que des gens qui viendront les applaudir et les aimer. Ça leur permettra de reprendre, je pense, ça leur permettra de reprendre confiance en eux et de pouvoir repartir d'un bon pied. Le tracé du Tour de France 2025 n'a pas été officiellement annoncé, mais d'après plusieurs indiscrétions, Vif, au sud de Grenoble, accueillerait un départ en direction de Courchevel. Est-ce que ça promet une étape intéressante? Oui, certainement. Hein. Bon, ce sont des suppositions jusqu'à présent, hein, puisque ça sera présenté c'est mardi, c'est mardi prochain, d'ailleurs. Quelques jours. Oui. Mais ça serait bien. Oui, il n'y aura pas d'arrivée en Isère, mais au moins il y a un départ. Puis un départ, c'est pas mal aussi. Hein. Ça permet de voir les coureurs de plus près, ça permet de les voir plus longtemps aussi, parce qu'une arrivée. Évidemment, une arrivée à l'Alpe d'Huez, des coureurs, ça en arrive pendant une heure. Mais il y en a eu souvent des arrivées à l'Alpe d'Huez, on peut changer. Sur le fois. plat, ils arrivent et puis on les voit pratiquement pas. Après l'arrivée, ils sont tout de suite pris par les assistants. Alors qu'un départ, on voit beaucoup plus les coureurs, puis on peut voir le matériel, on peut voir les véhicules. C'est très intéressant également, un départ. Hein. Alors, au printemps dernier est sorti ce livre qui raconte votre parcours de vie en insistant sur vos origines paysannes en Bourgogne. Ça vous tenait à cœur? Oui, parce qu'on parle souvent dans les sportifs, on parle souvent de la carrière. Mais c'est à la carrière, c'est un petit moment de notre vie. Et moi, ce que je voulais, c'était faire comprendre ou donner de l'espoir aux jeunes en leur disant, mais même si vous êtes dans un milieu qui n'est pas du tout favorable ou pas du tout au
au courant de ce qui peut se passer dans le sport. Si vous avez envie de faire du sport, faites-le à fond, parce que vous avez toujours une chance de pouvoir réussir. Merci pour ce parcours et ce guide de vie, Bernard Thévenet, et merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Quelques idées si vous cherchez à occuper vos enfants pendant les vacances. Le bien nommé Café des enfants dans le quartier des Eaux Claires à Grenoble propose des activités tous les jours ou presque. Par exemple, de l'expression corporelle pour les 2-5 ans mercredi matin et un atelier d'éveil musical pour les 4-6 ans en début d'après-midi. Au musée archéologique Saint-Laurent, c'est la meilleure période de l'année. Halloween qui arrive normal avec tous ces squelettes. Cette année sur le thème de Dia de los Muertos avec des ateliers, des spectacles et un jardin complètement transformé. Et puis à quelques mètres de là, la casemate propose aussi des ateliers entre enfants, entre amis ou en famille pour fabriquer une carte du ciel, des jeux en bois ou personnaliser un t-shirt pour briller autant que Jack O'Lantern le soir du 31 octobre. Pour les plus grands, le one-man show Divin qui se présente comme pas courageux. Il est lyonnais, je dis ça, je dis rien. Et il sera sur la scène de la basse-cour de Grenoble mercredi soir pour vous parler de ses travers mais aussi des vôtres, mettant à l'épreuve ses 20 ans d'improvisation théâtrale. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Attention, si vous avez le cœur fragile, on se quitte en musique avec Jazzy, personnage magnétique et théâtral, tête d'affiche de la soirée Tachycardie. Mercredi soir à l'Ampérage en collaboration avec la Belle Électrique, du glam rock qui fait entrer l'âge d'or du rock dans le 21e siècle. Excellente soirée à tous.